Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui peut paraître un peu complexe, voire intimidant, la psychopathologie. Mais l'objectif, c'est justement de démystifier tout ça. On va décortiquer ensemble les concepts clés, faire un petit tour d'horizon de son histoire et voir les grands débats qui la traversent. Bref, on va essayer de rendre les choses plus claires. Alors, pour commencer, une question qu'on a tous dû se poser un jour ou l'autre. On entend ces mots tout le temps, psychologie, psychiatrie, psychanalyse. Souvent, ils sont un peu balancés comme ça, sans trop de distinction, et forcément, ça crée de la confusion. C'est pour ça que c'est vraiment le point de départ parfait pour notre discussion. Ok, voilà le programme. D'abord, on met les choses au clair sur le vocabulaire. Ensuite, petit voyage dans le temps pour voir comment la perception de la folie a évolué. Après ça, on verra qu'il y a plusieurs façons de voir la souffrance, comment on essaye de la classifier, et on finira sur une question assez fondamentale. Est-ce que notre personnalité est gravée dans le marbre? Allez, on y va. Première étape, on va démêler un peu tous ces termes qui commencent par psy. C'est vraiment la base, si on veut bien comprendre la suite, il faut qu'on parle le même langage. Alors tout commence avec un mot grec, psyché, qui veut dire l'âme, l'esprit. C'est la racine commune. Mais c'est là que ça se complique un peu, parce que chaque discipline y ajoute son propre suffixe, et ça change tout. La psychologie, avec logos, c'est la science de l'esprit. La psychiatrie, avec iatros, le médecin, eh bien c'est la médecine de l'esprit. La psychanalyse, elle, cherche à déconstruire l'esprit pour en comprendre les mécanismes. Et enfin, notre sujet du jour, la psychopathologie, avec pathos, la souffrance, c'est donc la science de la souffrance psychique. Bon, maintenant que le vocabulaire est plus clair, on peut se demander, mais d'où ça vient tout ça? Pour le comprendre, il faut faire un petit saut dans le passé. Le regard qu'on portait sur la souffrance mentale a, disons, beaucoup changé. C'est une évolution qui est assez folle en fait. On part de l'Antiquité où, pour Hippocrate, tout était une question de biologie, un déséquilibre des fameuses humeurs. Puis on fait un bond au Moyen Âge et là, changement de décor, la folie, c'est le diable, c'est la possession. Le vrai tourment, il arrive au XIXe siècle avec Philippe Pinel qui, le premier, va poser un regard médical et humain. Et puis, évidemment, le XXe siècle, c'est le Raz-de-marée Freud et la découverte de l'inconscient qui va tout changer. Et tout cet historique explique pourquoi, même aujourd'hui, il n'y a pas une seule et unique façon de comprendre la souffrance psychique. Il n'y a pas de réponse simple. En fait, il y a plusieurs grandes écoles de pensée. Pour y voir plus clair, on peut les regrouper en trois grandes approches, trois lunettes différentes, si on veut. Donc la question centrale, c'est pourquoi on souffre? Et pour ne pas se noyer dans un océan de théories, on va se concentrer sur ces trois grands courants de pensée. D'abord, ce qu'on peut appeler l'approche humaniste. Là, le projecteur est braqué sur le monde intérieur de la personne. L'idée de base, qui doit beaucoup à la psychanalyse, c'est que la souffrance prend racine dans notre histoire personnelle, dans notre vécu, dans nos conflits inconscients. C'est la singularité de chaque individu qui est au cœur de la réflexion. Ensuite, on a l'approche naturaliste. Et là, attention, on change radicalement de point de vue. On ne regarde plus l'histoire, on regarde le corps, la biologie. On s'intéresse à ce qui est visible, mesurable, les symptômes bien sûr, mais aussi le cerveau, les gènes, la façon dont l'information est traitée. C'est une approche beaucoup plus, disons, matérialiste. Et pour finir, la troisième grande perspective, l'approche environnementaliste. Ici, l'idée c'est que la souffrance n'est ni juste dans la tête, ni juste dans le corps. Non. Pour la comprendre, il faut regarder autour de l'individu. Son environnement, sa culture, ses relations familiales, son contexte social. Bref, on ne peut pas isoler la personne de son milieu de vie. Ok, donc on a trois grandes familles de pensée qui ne regardent pas du tout la même chose. Alors, on peut se demander, comment est-ce que les professionnels font pour communiquer entre eux? Comment ils s'assurent de parler de la même chose? C'est une vraie question. Et la réponse a été de créer un système de classification commun. Et là, on touche à un moment charnière. Avant les années 80, et notamment avec le DSM-2, les classifications étaient très influencées par la psychanalyse. On raisonnait en termes de névrose, de psychose, on cherchait les causes profondes. Et puis, en 1980, c'est la révolution avec le DSM-3. On met de côté les théories, l'objectif devient purement descriptif. Lister des symptômes observables pour créer un langage commun et neutre. Évidemment, ce système n'est pas son débat. D'un côté, les avantages sont clairs. Ça donne un langage commun aux cliniciens du monde entier, c'est super utile pour la recherche, pour la santé publique, c'est indéniable. Mais de l'autre, il y a des critiques. Le risque, c'est de finir par coller des étiquettes, de réduire une personne complexe à un simple diagnostic. On parle aussi du danger de médicaliser des souffrances qui font partie de la vie. Et puis, en se concentrant uniquement sur les symptômes, on risque d'oublier de regarder les ressources de la personne, ses forces. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière grande question, qui vient tout droit de la psychanalyse, mais qui est aujourd'hui pas mal bousculée, cette fameuse idée d'une structure de la personnalité. Pour bien faire comprendre son idée, Freud a utilisé une image très parlante, celle du cristal.
Il disait « Imaginez qu'on laisse tomber un cristal par terre. Il va se briser, oui, mais pas n'importe comment. Il va se casser en suivant des lignes de fracture qui étaient déjà là, invisibles, dans sa structure même. » Pour Freud, c'est pareil avec la personnalité. Elle se construit tôt dans la vie avec ses propres lignes de fragilité. À partir de cette idée, le modèle classique a distingué deux grands types de cristaux. D'un côté, la structure dite névrotique. En gros, c'est une personnalité qui s'est construite de manière assez solide et qui a un contact stable avec la réalité. De l'autre côté, la structure dite psychotique, où cette construction est plus précaire, le rapport à la réalité peut être plus fragile et les angoisses, comme la peur de se fragmenter, sont beaucoup plus fondamentales. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est la personnalité. Est-ce que c'est vraiment comme un cristal? Est-ce que c'est aussi rigide que ça? Le principal reproche qu'on fait à ce modèle, c'est qu'il est trop déterministe. Ça voudrait dire qu'une fois qu'on a sa structure, c'est pour la vie. On serait comme enfermé dedans, sans espoir de changement profond. Et ça paraît un peu fataliste, non? Surtout que ce que les cliniciens voient tous les jours, c'est un peu différent. On voit des gens qui peuvent naviguer entre des modes de fonctionnement différents. Ce modèle, il sous-estime aussi un truc énorme, l'importance des relations. Une relation de confiance, ça peut avoir un pouvoir de transformation immense. Et puis, il faut bien le dire, il y a plein de gens qui ne rentrent ni dans la case névrose, ni dans la case psychose. Les souffrances qui s'expriment dans le corps, par exemple, on en fait quoi? C'est pour toutes ces raisons que la pensée actuelle s'éloigne un peu de cette notion de structure figée. On préfère utiliser des mots plus dynamiques comme processus psychique ou pôle d'organisation, des termes qui laissent la porte ouverte au changement, au mouvement, à l'idée que rien n'est jamais définitivement joué. En fin de compte, ce qu'on voit, c'est que de la Grèce antique jusqu'aux neurosciences d'aujourd'hui, notre regard sur la souffrance mentale n'a cessé de bouger. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse en fait. Si ce qu'on appelle pathologique change avec le temps, avec la culture, alors au fond, qu'est-ce que ça signifie être normal? C'est sur cette interrogation que je vous laisse. Merci beaucoup.